nous étions en train de parler du Ghana avant la pause, on évoquait donc ce vote anticipé dans le calme, vote qui concerne les militaires, les assesseurs et les journalistes. Adam, il y a un point qui, quand je préparais, sur lequel je voudrais revenir, c'est ce militaire qui était dans les rangs, à qui on a posé la question pour quel candidat il allait voter. Écoutez sa réponse. Il dit « Ah non, s'il vous plaît, je ne peux pas répondre pour des raisons de sécurité. Et d'ailleurs, je ne suis pas seul ici. » Et ça me fait dire, mais pourquoi il y a toujours ce côté-là au niveau de l'Afrique aux États-Unis, par exemple, tout le monde sait pour qui tel ou tel votera avant l'élection. Mais ici, on a comme l'impression que c'est encore quelque chose qu'il faut garder secret. Non, bon, je pense que c'est une expression individuelle. Hein. Tout compte fait lorsque vous prenez surtout la formule consacrée au vote. D'abord, le vote, il est toujours secret. Et ça, tout le monde le sait. Mais il vous appartient, c'est à vous quand même de déterminer. Si vous voulez quand même exprimer pour qui vous avez donc voté, etc., personne, la loi aussi ne vous l'interdit pas. On sait qu'il y a la loi, mais de toutes les façons, elle ne tient pas rigueur quand même pour ces gens d'opinion. Mais ce qu'il faut dire sincèrement, c'est que moi je constate qu'au niveau surtout des corps habillés, on a toujours l'impression de pouvoir les stigmatiser, compte tenu du fait, lorsque vous prenez surtout les oppositions, etc., qui estiment que c'est parce que les votes ne sont pas dans les camps et qui n'ont pas donc la latitude de pouvoir aller donc contrôler ou faire ça. Or, la loi est là. Et lorsque vous les côtoyez, vous les allez, je pense que ce sont des lieux même où c'est plus facile quand même de pouvoir déployer toute la théorie qu'il faut pour contrôler, etc. Mais également, lorsque vous les prenez, ce sont des gens qui sont dépositaires donc, du régalien d'État. Donc, il les appartient quand même de pouvoir. Lorsque vous prenez en termes d'effectifs, par exemple, c'est vrai, la population togolaise, par exemple, c'est un exemple que je donne. Nous sommes à près de 8 millions d'habitants, mais lorsque vous prenez par le fichier électoral, à peine de 3 000. Or, lorsque vous prenez au niveau de ces institutions qui sont dépositaires du régalien d'État, vous voyez régulièrement qu'ils comprennent réellement le sens du vote et que cela est ancré dans les principes du fonctionnement de leur métier. Donc, vous allez voir, peut-être qu'ils sont 12 000, 14 000, vous verrez pratiquement tous sont inscrits. Et de là, ça influence réellement où ça oriente les regards des politiques à pouvoir d'ailleurs porter vraiment l'attention qu'il faut à ce qu'on passe. Pourquoi d'ailleurs même je voulais revenir sur la question quand on dirait que la proportion n'est pas assez élevée. Or, lorsque vous les prenez entièrement, s'ils sont 14 000, pratiquement les 14 000 se sont inscrits, dont les partis politiques ou carrément ceux qui ont candidaté ont bien quand même intérêt à pouvoir... Voilà, un vivier de voix pour eux. Voilà un peu. Donc, mais c'est quand même cet aspect de stigmatiser, aussi bien au niveau des journalistes, on dit, voilà, c'est fermé, on ne peut pas. Donc, moi, je me rappelle, c'était le colonel Djibu qui était chargé de là, comme je lui disais, j'ai posé la question, voilà, pourquoi vous n'arrivez pas réellement à pouvoir associer donc ou karma permettre à ce que les journalistes deviennent spécialistes dans vos... Il dit non, personne ne nous approche. Et je lui ai dit, bon, je viendrai. La prochaine fois, c'est lui qui m'a vu, il me dit, ah, tu m'as trompé, tu n'es plus revenu. Ça veut dire quelque part que c'est nous, quelque part, qui n'allons pas, qui ne sont pas autant fermés. Il y a Achati Sikuna qui l'a fait. Fatigué, il était obligé de faire des journées portes ouvertes. On ne l'a jamais constaté. Donc, il nous appartient également de ne pas trop les stigmatiser, de faire des pas. Et lorsque nous sommes butés à des difficultés, là, on peut quand même les relever. Ils n'ont qu'à sourire un peu plus. Et puis l'autre aspect aussi, c'est le caractère apolitique. Voilà, des forces de l'ordre et de sécurité. Donc au Ghana, c'est encore plus poussé. Oui, mais est-ce que le fait de dire, par exemple, que quand on me demande pour qui allez-vous voter, je vote pour Nana Addo, est-ce que c'est ça? Non, mais là, c'est apolitique. Vous comprenez? Donc il n'y a pas une certaine catégorisation. Donc le fait de dire même que tu votes pour Nana Akufo-Addo ou bien tu votes pour l'opposant, vous comprenez? Ça donne en même temps une certaine tendance. Moi, je ne sais pas si on se comprend. Dit que l'armée est apolitique et le fait que l'armée aille voter, c'est contradictoire. Si elle est apolitique, elle ne vote pas. C'est pas contradictoire. Être apolitique ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'opinion. Non, elle a son opinion. Mais c'est ne pas l'afficher. Pas en tant que l'armée. Je crois qu'il mais ne pas l'afficher. Ne pas l'afficher. Si c'est un citoyen lambda, il peut aller battre campagne pour n'importe quel candidat. Mais le soldat ou bien le militaire ne peut pas aller battre campagne pour un candidat. Non, il a son opinion, et c'est dans l'urne qu'il exprime. Et ça, moi, c'est une question qui m'intéresse parce que c'est le même débat avec nous, les journalistes. Je n'affiche pas mon appartenance politique quand je fais mes débats, mais est-ce que hors débat,
Je suis libre de faire ce que je veux. Mais tu es après tout un citoyen. Oui, c'est la même chose avec le militaire. Le militaire ne va pas en meeting dans sa tenue. Oui, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire pour ajouter à ce que les collègues ont déjà dit, c'est que un militaire, il peut donner peut-être son avis en aparté, je ne sais pas dans quelle officine, mais il ne peut pas en tant que publiquement le faire parce que là, il porte une uniforme qui est qui va même à l'encontre du fait qu'il se donne son opinion publiquement parce qu'il fait partie d'un corps. Il ne faut pas qu'il donne des indications sur l'opinion générale de ce corps qui est censé ne pas avoir d'opinion. Et puis, oui. L'armée ne peut pas avoir une opinion en tant qu'armée. Oui, ça c'est voilà. clair. Oui, ça, il faut qu'on le dise. Mais l'armée, là, est une institution qui est à équidistance en ce qui concerne les candidats, qui n'est ni proche de tel ou de... qui est à équidistance des candidats, qui ne peut pas donner son opinion en tant qu'armée, mais individuellement, en tant que militaire, en tant qu'officier, il peut arriver, quoi que cela soit des sujets qui influencent notablement parfois, parce que c'est des gens qui détiennent des armes. Ça, il ne faut pas que l'on l'oublie. Et c'est en ce sens qu'en tant qu'instrument de sécurisation de la nation, du pays, en tant qu'instrument de sécurisation même de tout le pays, il ne peut pas se dire qu'il est pour ou contre tel ou tel candidat. C'est pareil pour les journalistes. Le journalisme, ce n'est pas de la communication. Le journalisme, on lui demande tout simplement d'être professionnel. Mais lorsque tu sors du cadre du journalisme, tu fais peut-être de la communication, tu fais de la propagande, à la limite de la propagande, parce que communication, ça veut dire que tu votes pour tel. En ce moment-là, tu es leader d'opinion, tu peux être utilisé comme tel, peut-être que c'est payant. Chez toi, tu donnes ton avis, ça oriente le vol exprès parce que tu le fais en tant que communicateur, pas en tant que journaliste. Un journaliste qui est un conteur de faits, il n'est pas censé donner son opinion pour influencer, mais s'il est professionnel, il réserve son opinion pour faire des analyses, pour faire des apartés. Mais là encore, c'est des analyses. Mais voilà, dans le cadre de l'exercice de sa profession, orienter le vote, je crois que ce n'est pas la profession ne recommande pas ça. Mais de façon générale, moi j'ai remarqué qu'en Afrique, que ce soit le jour du vote ou avant, que vous posez la question à n'importe quel citoyen, on a toujours de la peine à dire pour qui on veut voter. Non, ça je l'ai dit tantôt, ça ne doit pas étonner. Je vous dis, suivant les principes même du vote, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Je pense que dans le ce n'est pas permis, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas encouragé non plus. Mais ce n'est pas de toutes les façons. Je pense que l'Africain, que ce soit, c'est pas seulement en Afrique ou dans les démocraties célébrées aussi, c'est la même chose. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir donc exprimer vos opinions sur tel ou tel candidat. Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que les gens ailleurs le disent libre. Vous savez, dans certains pays, on m'expliquait par exemple aux États-Unis l'autre fois que quand vous allez, vous déclarez votre appartenance politique. Je suis démocrate, je suis républicain, je suis libertin, je suis ceci. Vous le déclarez d'abord et vous êtes enregistré comme tel. C'est pas la même chose chez nous. Ici, on a même de la peine à dire oui, je veux voter pour tel candidat, je veux voter pour tel autre candidat. Ça ne peut jamais être la même chose parce que je pense tout part des principes requis avant même l'élection. Et ça, je vous dis, ça, c'est contenu dedans que aucun candidat va mettre. Est-ce qu'on est d'accord par rapport à ce c'est comme si on met trop de sensibilité dans la question. Le vrai problème, c'est, je peux dire que c'est d'abord l'organisation de ces élections et la culture démocratique. Dans certains pays, la culture démocratique n'est pas la chose la mieux partagée par tous les citoyens. Et donc, ça fait que lorsqu'il y a élection, mais élection rime avec, je peux dire que conflit dans certains pays. Violence dans certains pays. Quand vous affichez votre appartenance, c'est que vous devez vous attendre aussi aux représailles. Ça, c'est clair. Bon, mais quand vous prenez par exemple le cas des États-Unis, dire qu'on est démocrate, ça ne fait ni chaud ni froid à quelqu'un. Qu'on soit des choses républicaines, c'est normal, quoi. C'est dans l'ordre normal des choses. Mais en Afrique, la culture démocratique qu'on n'a pas encore suffisamment un peu sensible, mûri, fait que c'est un peu sensible. Et surtout quand il y a élection, vous voyez les scènes de violence, de choses. Est-ce que vous avez vu ça en Europe? Qu'une communauté s'est attaquée à telle communauté parce que telle communauté a été identifiée comme telle. Il n'y a pas ça. C'est en Afrique qu'on a toujours de ces éléments-là. Et je pense qu'il revient
aux leaders d'opinion, aux journalistes et même aux gouvernants d'asseoir la culture démocratique dans leur pays pour éviter ce genre de violence. Oui, mais ce qu'il faut ajouter aussi, Samir, c'est que moi je m'étonne. C'est vrai ce que vous avez dit. Mais ce qui apparaît, je pense qu'au niveau même de la culture démocratique, lorsque nous prenons les partis politiques, au lieu d'attendre, disons, la veille des élections pour d'abord agiter ou quand même faire sortir, dire que voilà, j'éduque nos populations, je dis quand même mes membres à pouvoir donc avoir un bon comportement lors des élections. Je pense qu'on a tout le temps de pouvoir le faire avant même les élections. C'est ce qui fait d'ailleurs, même moi j'estime qu'on perd beaucoup d'argent pour pouvoir organiser des ateliers, des organisations, etc., pour amener les gens à pouvoir comprendre d'abord mais le principe du vote pour éviter à ce que les votes ne soient pas des moments de controverse et puis de conflit, etc. Mais ce qu'il faut aussi rajouter, il y a Ega qui disait quelque chose tantôt et moi je pense que c'est une bonne chose parce que lorsqu'on parle du professionnalisme, en ce qui concerne d'abord les journalistes, je pense que l'essentiel aujourd'hui c'est d'avoir quand même le même regard sur la pratique de la profession où on parle de professionnel, peu importe le bord, peu importe le chose, c'est que le professionnel soit respecté. On ne va plus quand même nous prêter l'intention d'être dans des menaces, soit à une personnalité politique, d'ailleurs même à l'État, d'ailleurs même. C'est ce qu'il faut ajouter. Parce que le principe de professionnalisme n'est pas respecté, qu'on a souvent tendance à pouvoir donc traiter de ça. Autre chose que, ça je l'évoquais lorsqu'il y avait le vote par anticipation à notre dernière présidentielle ici au Togo, c'est le fait que on permet au corps habillé d'aller voter, mais on ne permet pas, par exemple, qu'on aille faire campagne pour les corps habillés. Faire campagne chez les corps habillés. Voilà, chez les corps habillés. C'est parce que je crois que mon frère a évoqué tout à l'heure le sujet. Je crois que le corps habillé, l'armée, est même pas un sujet par excellence sensible. Parce que vous savez, là où il y a la poudre et la gâchette, il vaudrait mieux se préserver du pire en les préservant tout simplement de ces polémiques-là qu'on observe en général au niveau, de la classe politique. C'est-à-dire, on voudrait préserver parce que c'est une armée qu'on est en train de former républicaine, c'est-à-dire une armée qui respecte les conditions même de l'existence même de l'État. Parce que lorsque l'armée est biaisée, lorsque l'armée ne sait pas jouer son rôle à des partis pris, à des partis pris, vous voyez que ce sera la catastrophe. Donc il vaudrait mieux aujourd'hui qu'on préserve cette armée-là et qu'on continue de la former parce que ce n'est pas, ça ne tombe pas du ciel, le professionnalisme en ce qui concerne le métier des armes. C'est des formations qu'il faut avoir, mais ce qui peut emmener le feu aux poudres, il vaudrait mieux, je crois, l'éviter. Il ne faut pas se dire que faire des déclarations péremptoires qu'il s'agit d'une armée républicaine, alors même qu'on sait très bien que généralement c'est une armée qui a la peau très, très sensible, qui peut céder à certains comportements parfois qui n'honorent pas. Je voudrais dire par ailleurs que tu parles par exemple de certains qui sont bien qui ne déclarent pas leur vote, c'est parce que ici il a dit nous ne sommes pas encore dans un régime absolument démocratique où vous pouvez dire que je vote contre tel et ne pas perdre par exemple votre emploi. Peut-être que c'est votre patron est ami de ce candidat-là. Vous croyez qu'il est simple, si simple que ça de venir à la télé par exemple dire que moi je vote contre telle personne et vous présenter demain chez votre patron alors que c'est lui qui vous assume la pitance à la fin du mois et d'aller déclarer, faire la campagne officiellement sur les médias pour tel ou tel candidat. C'est que les gens, parfois, souvent, je dois dire même, cachent leur jeu parce qu'on le leur impose. C'est-à-dire, il n'y a pas cette liberté d'expression de l'opinion dans nos pays. Si tu exprimes ton opinion, peut-être que tu deviens tout simplement ennemi de telle personne alors que vous êtes amis par le passé. À la veille, vous êtes amis. Pour le simple fait que vous avez dit que vous votez pour telle personne, ça c'est du casus belli, c'est une déclaration de guerre. Donc vous comprenez très bien que les gens n'aient pas cette culture de spontanéité en ce qui concerne la déclaration de leur vote. C'est pareil lorsque, par exemple, aux États-Unis, on dit que parfois les gens faussent les sondages, c'est justement ça intervient aussi là. Les gens n'expriment pas la vérité de leur vote, tout ça, parce qu'ils vont être traités de tel ou de tel,
je ne sais pas, de tel ou tel. Et pour cette raison-là, ils n'expriment pas leur vote. Donc, ce n'est pas seulement en Afrique que ça se passe. Pour telle ou telle raison, les gens se sont amenés à cacher leur jeu, alors qu'ils savent très bien pour qui ils vont voter. Mais le dire peut leur attirer de la foudre de tel ou tel. Et surtout aussi distinguer également entre l'expression exprimée lors des campagnes n'est pas aussi la même chose que les gens expriment en ce qui concerne surtout le secret de vote. La personne peut avoir d'autres opinions, mais n'est pas la même chose qui votera. C'est ce qu'on exprime très bien au niveau du Bénin, dont on va parler tout à l'heure. Ils disent que le Bénin des meetings n'est pas le Bénin des urnes. Au Bénin, donc justement, la saisie par un citoyen béninois dont le nom n'a pas été divulgué, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu vendredi un arrêt très critique contre le pouvoir de Porto Novo, estimant que la constitution révisée par le Parlement en novembre 2019 doit être abrogée. La Cour accuse les autorités d'avoir violé les idéaux de la Constitution de 90 et ordonne le retour à ce test avant les prochaines élections présidentielles l'année prochaine. Pour la Cour, cette révision s'est faite en violation de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et de son principe de consensus national. Ce mot est important, Ibrahim Acha, parce que la Cour s'est basée sur cette Charte africaine qui promeut le consensus national pour les révisions constitutionnelles, ce que le Bénin n'a pas montré en novembre 2019. Bien évidemment, lors des élections législatives de 2019, vous savez que en tout cas, le Parlement a été constitué uniquement que des pro-talons. Pro-talons, oui, donc c'était un Parlement monocolore, si j'emprunte ce mot d'un pays que nous connaissons très bien. C'était un Parlement, pas chose vraiment monocolore, et donc un Parlement monocolore qui procède à une révision constitutionnelle, vous comprenez que tout est téléguidé, donc ils ne peuvent faire cela que dans le sens voulu par leur mentor. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc, quand le citoyen a saisi la Cour africaine des droits de l'homme, de la démocratie et des droits de l'homme plutôt, la Cour a estimé que le citoyen là, ou bien disons le Béninois là, a pleinement raison, parce que quand vous prenez la constitution actuelle du Bénin, vous voyez que il n'y a pas le caractère inclusif, il n'y a pas le consensus national qui a entouré cela. La preuve, après les législatives, vous avez vu les listes fourrées qui ont eu lieu dans ce pays, avec les histoires de Tchaourou et même l'ex-président Iboni qui a été séquestré. Donc tout ça là, ça prouve que ce qui a été fait au Parlement ne requiert pas l'assentiment de tous les Béninois. Il n'y a pas eu consensus autour de la chose, donc il va de soi que l'on revoit. Et je pense que cette réforme-là, elle va évidemment comment amener tout le peuple à adhérer, à donner son adhésion à cela. Tout récemment, même quand je suivais le président qui faisait des tours dans le président évidemment, qui faisait des tours dans certaines provinces en tout cas de ce pays, du pays, du Bénin, il a eu à dire que ce qui le préoccupe, c'est de tout faire pour que pour les élections de 2021, qu'il y ait vraiment que tous les Béninois se retrouvent et que personne ne soit exclu du processus. Donc, si évidemment il veut aller dans ce sens, je pense que ce que la Cour a dit, il va falloir que le Bénin fasse un effort pour voir dans quelle mesure il peut plutôt aller dans ce sens. Mais vous savez aussi qu'en Afrique, surtout dans les pays où la démocratie peine à s'installer, il y a le principe de souveraineté qui est souvent soulevé. Quand des cours comme ça, des institutions au niveau continental prennent des dispositions ou bien demandent à ce qu'il y ait des changements, demandent à ce qu'il y ait des réformes dans le pays, ces pays se prévalent du principe de souveraineté de leur État et disent que non, ils ne vont pas aller dans ce sens. Mais quand vous fouillez, au fait, ce n'est pas la souveraineté de l'État qui est brandie. C'est qu'un individu veut faire un passage en force, c'est tout. Ce n'est pas le principe à proprement parler qui est évoqué. Parce que si c'est le principe, lorsqu'ils ont des problèmes sur le plan social, quand il y a une épidémie ou autre, ils appellent à la solidarité. Mais quand il y a problème de démocratie, ils ne veulent pas qu'on leur dise faites ceci dans le bon sens de la démocratie. Donc ce double langage-là aussi est très connu dans ces pays-là. Et je pense que ce que la Cour africaine des droits de l'homme et de la démocratie a dit, moi je pense que il revient au Bénin de voir
ce qu'il y a lieu de faire pour Pour vraiment corriger la situation. corriger la Au situation. niveau- Mais il faut préciser, ça c'est très important, ce n'est pas une injonction. Bien Vous savez sûr. que chaque pays, par rapport à sa constitution et tout ça là, a des mécanismes pour pouvoir le Ouais, faire. c'est ça. D'ailleurs, Une le- injonction. Mais bon, il faut que ce soit On une en injonction. arrive là. Voilà, il faut qu'on en arrive là. il Mais faut bon, préciser d'ailleurs on que demande de le faire. que le Bénin s'est retiré de la déclaration de compétence de la Cour là depuis le 17 avril Oui. d'ailleurs et que la décision de la Cour, le gouvernement ne s'est pas prononcé, mais dans l'entourage, on parle d'un non-événement Oui. et de nouvelles immixtions dans les affaires intérieures. Quand on prend l'argument que la Cour évoque, et il parle de consensus national, il dit que ce consensus ne peut être obtenu que par deux voies, savoir la consultation de toutes les forces vives et le référendum. Les deux voies n'ont pas été utilisées, mais ça se heurte à quelque chose. C'est que vous avez un dirigeant qui a envie d'aller vite sur certaines réformes et qui, s'il doit rechercher le consensus, est sûr que ça ne passera pas. Mais écoutez, je crois que le consensus doit être lu à deux niveaux différents. Consensus, d'abord, au niveau des partis politiques, parce que vous devez savoir que cela a de la valeur pour la Cour africaine des droits de l'homme, qui parle surtout de consensus à deux niveaux. Consensus au niveau des acteurs politiques, parce que sur des sujets essentiels qui concernent la vie de la nation, je crois que tout bon président devrait rechercher le consensus. Et cela se fait, je crois, un peu partout dans les pays de vieille démocratie, que sur certains sujets précis, le président fait appel à certaines forces de la nation, à certaines figures de la nation qui ont de l'expérience, qui ont de la compétence dans la matière pour éclairer l'opinion du président. C'est vrai que ce président a de la force, a la loi avec lui. Cependant, pour des questions de commodité, de consensus national, il n'hésite pas, ce président n'hésite pas à faire appel à des figures consacrées pour donner de la valeur, de l'auréole à la décision qui va être prise. Il faut que la décision tienne d'un consensus du côté des acteurs politiques. Et le deuxième niveau de consensus, c'est par exemple le référendum. Et dans le cas du Bénin, ce qui était fait, c'est tout simplement ahurissant. C'est vrai, le président Talon a péché plutôt par suffisance. C'est qu'il se dit qu'il va faire du bien pour le Bénin. C'est vrai que vous êtes bien parti pour faire du bien pour un pays, mais si vous ne savez pas parfois le lui expliquer, on a l'impression que vous jouez contre les intérêts de ce pays-là. Parce que comment cela s'était passé, la loi de la modification de la Constitution a été prise au niveau de l'Assemblée et puis ensuite soumise à la Cour constitutionnelle. Or, aussi bien au niveau de la Cour constitutionnelle qu'au niveau de l'Assemblée. Vous avez à la Cour constitutionnelle un John Beno qui est au bord de Talon. Oui, n'a que des partisans. Donc, vous voyez très bien qu'il manque là la recherche de consensus. Parfois, il a, je crois, 5 ans pour faire cette réforme-là. Il n'était pas obligé de le faire à pas de charge pour dire que, ben voilà, c'est dans l'intérêt du Béninois. Si c'est dans l'intérêt du Béninois, il faut au moins que, lorsque cette loi-là est adoptée, le changement est adopté au niveau de l'Assemblée, ou bien qu'on passe directement par suffrage populaire pour donner une assise nationale à cette modification-là. Je crois que si cela a été fait, la Cour suprême des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme ne va pas aujourd'hui faire dire au Bénin, dire à Patrick Talon de changer. Parce qu'en fait, ce qui était changé au niveau de la Constitution, si vous passez à l'analyse de ces lois-là, ce n'est pas aussi déplorable que ça. Justement, mais c'est la procédure. La question que j'allais évoquer. Oui, est-ce que la Cour n'a pas tenu compte de la finalité? Non, la Cour n'a pas abordé le sujet au fond. Oui, la finalité n'est pas mauvaise. Oui, oui. Il y avait une constitution qui ne dévoie pas les fondamentaux de celle de 90. Ce qui est cher aux Béninois, la limitation de mandat est préservée. Il y a même eu des modernisations. La vice-présidence, voilà. Donc, etc. Le process est mauvais, mais la finalité, elle est bonne. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi je dis que peut-être que Patrick Talon se disait qu'il avait tout bien pour le Bénin. Il n'y a qu'à le faire comme il a fait. Alors qu'il devait ajouter la manière à la chose. C'est-à-dire que quand vous analysez, je le disais tantôt, les lois qui ont été introduites, je crois que ça renforce plutôt la démocratie
démocratie. Ce n'est pas parce qu'on a introduit l'idée de la vice-présidente qui ferait, ça se fait ailleurs. Oui, ça se fait ailleurs. On a plutôt renforcé les 2 mandats en introduisant une expression nulle de ça. Aucun individu plus de 2 mandats dans sa vie. De sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Je crois que ce sont des apports qui, en principe, renforcent la démocratie, mais c'est la manière. C'est-à-dire, il ne l'a pas fait avec la classe politique, il ne l'a pas fait non plus avec les Béninois, mais lorsque vous enlevez des épines des pieds de quelqu'un, je crois que la meilleure façon de lui montrer que vous êtes poli, c'est de lui montrer l'épine et non de dire que vous l'avez retiré, donc vous n'avez pas à lui montrer. Bon, c'est vrai, la Cour est dans son rôle. Elle a analysé sur la requête du citoyen à partir des tests existants et a trouvé que le processus a péché quelque part, mais demander que la Constitution soit abrogée et qu'on revienne à celle de 90, c'est pas un peu trop demandé de la part de la Cour? Non, c'est la Constitution originale, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à pouvoir donc reprocher à Patrice Talon de pouvoir donc aller vite. Vous savez, vous pouvez avoir de très belles idées, mais lorsque vous les exprimez mal, vous avez du mal à se faire comprendre. Mais ici, je pense que la question est au centre de tous les regards, surtout en ce qui concerne les acteurs politiques au Bénin, compte tenu d'abord de son caractère une fois sensible. Et lorsque vous prenez les principes même de fonctionnement de la Cour, on a tendance à dire, parce qu'avec la dernière sortie du porte-parole de l'exécutif, il a tendance à dire, voilà, le Bénin s'est donc extirpé ou extrait de cette Cour-là. Mais la Cour, lui, c'est pas principe. Vous pouvez donc vous extirper, etc. Mais il y a quand même cette... Lorsque vous adhérez à des accords internationaux, etc., et que vous voulez vous retirer, ça ne se passe pas, ça ne se décrète pas en réalité. Ça prend du temps. Et là, la Cour également dit que cela ne concerne pas à faire les dossiers devant sa juridiction, donc il doit quand même avoir un regard, quand même, de se prononcer sur ces dossiers-là qui sont donc pendant au niveau de cette juridiction. C'est en ce sens que cette Cour-là est intervenue pour dire quand même qu'il s'est basé quand même de ces principes-là pour prononcer donc le retour à la Constitution de 1990. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'au lieu, il y a certains qui critiquent aujourd'hui Patrice Talon d'aller plus vite, etc. Même moi, je pense que le Bénin est en train de monter une autre exemplarité. Aujourd'hui, la question est en train d'être discutée dans tous les pays d'ailleurs. Même on dit quand même que si on n'organise pas bien les partis politiques, comme chez nous ici, on en a assez de trop. Tout le monde peut se quitter et puis créer les partis politiques comme bon le semble. C'est vrai que il y a donc des tests qui l'autorisent, etc. Mais est-ce que cela permet réellement de renforcer réellement la démocratie et d'avoir des présidents qui sont élus au vu de leur popularité au sein de la population? Au Bénin, par exemple, lorsqu'on prend l'exemple du Bénin, il y a très longtemps qu'aucun parti politique n'est arrivé à pouvoir donc faire élire un président de la République. Patrice Talon il est venu de indépendant, il y a Iboni indépendant, Kérékou indépendant. Est-ce qu'il faudrait quand même continuer comme ça? À quoi servent les partis politiques s'ils doivent exister sans réellement pouvoir donc permettre à leurs leaders de pouvoir donc accéder à la présidence? C'est en cela toute la question. Donc il est venu justement organiser et beaucoup ont adhéré et on a toujours ce regard-là de pouvoir dire qu'il fait mal les choses, etc., qu'il est dans une option assez, disons, discriminatoire. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette sortie-là, il a estimé que, par principe, il faudrait quand même ces élections-là puissent avoir une convergence de vues et être beaucoup plus inclusives et permettre donc aux autres partis politiques de pouvoir le faire. Mais on attend de voir sur quel format. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pris des principes pour pouvoir donc abroger des tests, etc. Maintenant, comment ça va se faire? C'est là où toute la question se pose et tout le monde l'attend sur ce champ-là. Je pense que on prie le bon Dieu que ce soit un souhait, comme vous le dites, que toutes les parties, ou qu'on ait une élection assez inclusive. La pause, c'est la grande pause. Et on revient juste après le journal.